Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on rencontre Manon Lebreu et Isabelle Boudreau de l'équipe Les Gaspéites, équipage 98, deux Gaspésiennes qui vont participer au Trophée Rose des Sables, édition 2013. C'est un raid de 100% féminin. Donc, nous, on veut être des fiers représentants de la région de la Gaspésie dans ce rallye-là qui est international. Quoi faire avec nos sous-noirs? On en discute avec Mme Nicole Guillot de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Oui, la monnaie royale canadienne a décidé de retirer la pièce d'1 sou parce qu'il en coûte plus cher de produire 1 sou qu'1 sou à cause du prix du cuivre. On discute de l'organisme Altogite avec son fondateur, M. David Grenier, et Mme Mélanie Chapadeau, vice-présidente de l'organisme. Étant donné qu'on est les seuls, puis avec les coupures qu'il y a eu au niveau de la santé, alors on doit faire vraiment beaucoup de promotion, puis partager notre projet. Vraiment, c'est un fléau. On le voit, les jeunes consomment très tôt, puis ils n'ont pas de balise, fait qu'on se doit d'être là pour leur offrir vraiment le soutien à toute la clientèle qui est touchée, là. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Coury. Donc, Niagara, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'iroquois qui veut dire détroit, parce qu'à l'époque des colonies françaises, il y avait une tribu d'Iroquois qu'on appelait les neutres. C'est qu'on se servait d'eux autres régulièrement pour aller voir d'autres tribus, parce qu'ils étaient vraiment réputés pour être des médiateurs, des gens qui réglaient les conflits. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On débute l'émission de cette semaine avec un sujet qui sort de l'ordinaire. Deux jeunes femmes de notre région se préparent à vivre une expérience hors du commun. Elles vont se rendre dans le désert marocain pour participer au Trophée Rose des Sables. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio Mme Manon Lebreu et Mme Isabelle Boudreau qui vont participer du 10 au 20 octobre prochain au défi Trophée Rose des Sables. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Alors, on parle vraiment d'un défi de taille que vous vous préparez à relever tous les deux en équipe. Peut-être nous parler de ça, en quoi consiste ce projet-là en tant que tel. C'est quand même un projet là, qui demande quand même d'être assez courageux quand même. Hein? Oui. Parlez-nous un peu de ça, en quoi ça consiste. Le Trophée Rose des Sables, c'est un rallye humanitaire qui se déroule dans le désert du Maroc. C'est un raid de 100% féminin. Donc, nous, on veut être des fiers représentants de la région de la Gaspésie dans ce rallye-là qui est international. Et l'idée de vous inscrire à un défi de ce genre-là, c'est venu d'où? Vous êtes des amis dans la vie de tous les jours? Oui. Oui. Bien, depuis le secondaire, finalement. Ah, OK. Et que c'est plus Isabelle qui regardait beaucoup le rallye, puis elle m'en a parlé. Donc, moi, j'ai accepté. Et pour les gens qui se posent la question un peu comment ça fonctionne, et pour les gens à la maison, on va voir peut-être un peu des images du rallye des années passées. C'est un défi qui demande beaucoup de compétences au niveau de l'orientation en tant que tel. Hein? Oui. Oui, c'est ça. Il faut être bonne à la carte et à la boussole. Il y a aussi d'autres compétences aussi, comme la mécanique, la forme physique et la conduite dans le sable. Et justement, pour vous préparer à tout cela, il va y avoir des formations qui vont vous être offertes très bientôt. Dès juin, là, vous allez avoir des cours de conduite spécifiques, c'est bien ça? Oui. Ces cours-là vont se dérouler, dans le fond, c'est dans la région de Montréal. Donc, on va avoir la chance de se pratiquer là, dans un terrain avec des dunes de sable. Puis, on va en apprendre davantage sur la mécanique aussi à ce moment-là. Puis, on va probablement faire appel à nos amis mécaniciens aussi pour nous donner des petits cours de mécanique entre-temps. Ouais. Et justement, à l'intérieur du projet en tant que tel, vous avez chacun vos tâches spécifiques. Peut-être nous annoncer qui va être la copilote, pilote? Moi, je vais être copilote parce que j'ai une formation en carte et boussole. Et Isabelle va être ma pilote. Donc, si on se perd, c'est toi qui vas te faire chicaner. Oui. Et puis, si jamais vous vous enlisez dans le sable, c'est toi qui vas te faire chicaner. Je pense qu'on va faire une bonne équipe. On risque pas d'avoir trop de conflits entre les deux. Je pense qu'on va se soutenir mutuellement. Puis c'est un projet qui demande quand même d'avoir une amitié quand même assez solide. Il faut bien s'entendre pour se lancer dans ce genre de projet-là. Oui. C'est un projet du 10 au 20 octobre. C'est sur plusieurs jours. Ça se déroule dans le désert du Maroc. Ça va être la première fois que vous allez sur ce territoire-là. Oui, tout à fait. Donc, ça va être toute une aventure en soi. Là. Toute une aventure. Puis il y a plusieurs épreuves au courant de ces 10 journées-là. Il va y avoir des épreuves d'orientation. Il y a aussi une épreuve de franchissement des dunes. Ça, je pense que c'est la journée la plus redoutée du rallye parce que c'est vraiment la conduite à travers les dunes de sable. Puis il y a aussi 2 journées qui vont être en totale autonomie.
Donc, à ce moment-là, on va falloir, même le soir, là, se débrouiller de nous-mêmes. Et le défi, ce n'est pas nécessairement relié à le temps que ça va prendre pour le faire, mais plutôt le temps, c'est-à-dire parcourir le maximum de distance en moins de temps. Ça fonctionne comment? Non, dans le fond, c'est le minimum de kilométrage parcouru durant la journée qui... Donc, l'orientation prend une Oui. place très importante, Oui. l'interprétation des cartes et tout cela. Oui. Ouais. C'est un rallye, dans le fond, qui est à basse vitesse. C'est pas nécessairement un rallye de haute vitesse. Pour ce qui est du véhicule que vous allez utiliser, ça va être quoi la procédure? Est-ce que vous allez acheter un véhicule ici, traverser ça de l'autre côté de l'océan? Ça fonctionne comment? Non, dans le fond, on va, justement, pour simplifier là, ces détails techniques-là, on va le louer en France. D'accord. Donc, on va louer notre Jeep là, qu'on va ensuite de ça se rendre en Espagne pour traverser au Maroc par la suite. Et j'imagine que c'est des véhicules quand même spécifiques, Oui. là, organisés pour Oui, ce genre tout à de fait, trajet. pour le rallye. D'accord. Et puis là, actuellement, vous avez choisi aussi un nom pour participer à cette Oui. équipe-là. C'est quoi votre nom? Les Gaspéites. Gaspéite, c'est quand même... ça sonne gaspésien pas mal. Oui, les Gaspéites, dans le fond, c'est une pierre verte qui vient de la Gaspésie. Donc, le nom de la Gaspéite est inspiré de la péninsule de Gaspé, où on retrouve des gisements de la Gaspéite. Donc, c'est une pierre verte. Puis, qui évoque aussi, selon les aborigènes, ça évoque l'espoir, la confiance en soi, ça attire les amitiés. C'est une pierre de changement. Donc, on trouvait que c'était un nom qui était tout désigné pour nous. Et le fait que vous soyez deux femmes qui participent à ce défi-là, c'est pas fruit du hasard, là. Hein? C'est une compétition exclusivement de femmes, si j'ai bien compris. Oui. Donc, est-ce qu'on sait combien il y a d'équipes? Pour l'instant, il y a 400 équipes de préinscrites pour cette année. C'est une des plus grosses années parce qu'habituellement, je pense qu'il y avait tout près de 200-250 équipes, mais cette année, 400 équipes. Puis comme je le disais plus tôt, c'est international, donc il y a autant des gens. Il y a beaucoup d'Européennes, puis des Québécois, je ne sais pas combien d'équipes, là, peut-être... Je ne spécifiais pas, là, mais... Peut-être le quart sont des Québécoises, la majorité, c'est des Européennes. Donc, c'est vraiment une compétition d'envergure. Et puis, le tout va être télévisé. Vous allez être filmé durant cette aventure-là, là. Donc, justement, les gens qui nous encouragent au travers de cette aventure-là vont pouvoir nous suivre l'année d'après. Ça va être diffusé au canal Évasion. Donc, les gens auront la chance de nous suivre au courant de cette aventure-là. Puis aussi, je pense qu'il y a moyen de nous suivre en direct via Internet. Là. Il va y avoir moyen de nous suivre en direct aussi au courant de cette aventure-là. Puis, possiblement qu'on va tenter de faire peut-être des capsules vidéo en direct de là-bas pour justement... tenir les gens au courant de comment se déroule notre rallye, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont encouragés jusqu'à présent à participer à ce rallye-là, donc on va essayer de diffuser des capsules en direct. Donc, c'est un peu un genre de défi personnel que vous vous donnez, un dépassement de soi, comme on disait en préparation d'entrevue. Et il y a aussi une cause humanitaire reliée à tout ça. On parle des enfants du désert. Oui. Il y a des argents qui vont leur être offerts selon une bourse qui va être amassée durant la compétition, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y a de l'argent aussi. Puis aussi, on a 50 kilos de matériel à apporter là-bas pour... il va y avoir un moment défini pour aller leur porter soit du matériel scolaire ou des produits d'hygiène. Donc, ça va vraiment vous faire vivre un autre genre, carrément une autre culture. Oui, hein? Ça risque d'être une belle expérience de vie. Tout à fait. Puis le choix de participer à ce rallye-là, on parlait de dépassement de soi, mais il y a aussi vraiment la cause humanitaire qui est rattachée à ça, qui nous inspire beaucoup. Soit celle des enfants du désert. Donc, comme Manon le disait, ça va être important pour nous d'aller distribuer le matériel aux enfants là-bas. Puis, l'argent qu'on a ramassé pour participer à ce rallye-là, il y a une bonne partie qui va être remise aussi aux enfants, que ce soit du matériel scolaire, des produits d'hygiène, etc. Donc, c'est une belle cause humanitaire. Et justement, parlant du nerf de la guerre, comme on dit, le financement pour se rendre pour participer à ce genre de défi-là, ça coûte... J'aurais pensé que ça aurait quand même été un peu plus dispendieux que ça. C'est quand même une somme quand même assez raisonnable. On parle d'un objectif à atteindre de 25 000 $ pour que vous ayez la chance de pouvoir participer à ce projet-là. Donc, la raison de notre entrevue d'aujourd'hui, c'est un peu de parler aussi de tous les objets de promotion que vous avez à vendre pour vous aider à participer à cette bonne cause-là, ce défi-là de taille, là. Oui. Comme vous dites, c'est une cause qui est raisonnable, mais quand même considérable pour nous. Ça demande beaucoup de temps, d'énergie et d'efforts pour ramasser ce montant-là, parce qu'on a commencé dès l'été passé à faire plusieurs campagnes de financement. Jusqu'à présent, on a fait des ventes de garage, des ventes de pâtisserie pendant la période des fêtes, des tirages 50-50. On vend plusieurs articles promotionnels, dont des T-shirts qu'on porte présentement du Rallye Rose des Sables.
On a des stylos, des foulards, des porte-clés. Donc, on a plusieurs articles comme ça, promotionnels, qu'on vend jusqu'à ce qu'on atteigne la somme désirée. Puis, on a plusieurs activités aussi de financement qu'on continue de faire, dont un souper spaghetti le 23 mars prochain à la Maison des Jeunes de Grande-Rivière. Donc, aussi, on a un souper avec l'École d'hôtellerie de Gaspé le 4 avril prochain. On a aussi plusieurs activités qui s'en viennent. On pourra vous tenir au courant au fur et à mesure de nos activités. On pourra venir vous en parler davantage. D'accord. Bon, on pourra peut-être se donner rendez-vous durant la période estivale, faire le point. Une très bonne idée. Mais pour ceux qui voudraient vous contacter, est-ce que vous avez un site Internet, des adresses électroniques qu'on pourrait faire apparaître en bas de l'écran là, pour les gens qui voudraient directement communiquer avec vous ou savoir un peu le genre d'articles qu'ils sont en mesure de pouvoir se procurer? Oui, bien, toutes les photos sont sur notre site Facebook. D'accord. Qui porte le nom de? Le trophée Rose des Sables. Rose des Sables, pas Rose des Vents, Rose des Sables. Rose des Sables, espace Les Gaspéites. Bon, parfait. Donc, on vous suit sur Facebook, dans le fond. Oui. Et puis, j'imagine vous donner de l'information, comment ça va. Est-ce qu'il y a un petit thermomètre pour nous dire où est-ce que vous en êtes rendu? Est-ce que ça va bien? Sans vous demander le montant, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. C'est sûr, on a quand même pas mal de travail à faire encore pour atteindre notre objectif. Donc, là, il faut mais que les gens à la maison, vous soyez solidaires de cette cause-là. Puis on en profite aussi pour remercier tous les gens qui nous ont encouragés jusqu'à présent. Là, on a un bel appui de la communauté. Oui. Mais on va falloir quand même poursuivre nos efforts dans ce sens-là. Puis il y a moyen aussi de nous suivre via le site de Radio Gaspésie, donc radiogaspésie.com. Puis vous allez dans l'onglet Émissions sur la route du Trophée Rose des Sables. Puis, dans cet onglet-là, on fait des capsules web à toutes les semaines. Donc, on diffuse 1 minute pour justement parler de nos campagnes de financement, où est-ce qu'on en est rendu dans notre projet, remercier les gens. Donc, il y a moyen de nous suivre à chaque semaine sur le site de Radio Gaspésie. On va faire en sorte que cette information-là soit diffusée sur le site Internet de la télévision communautaire aussi, si ça peut vous aider. Donc, justement, on parle de partenaires, on va les appeler les partenaires qui vous aident à non seulement à organiser des campagnes de financement, mais qui vont vous aider à réaliser le projet en tant que tel. Si on terminait en nommant ces commanditaires-là, qui sont naturellement très importants pour vous, là. Oui. Pour le souper spaghetti, il y a IGA de Grande-Rivière et de Chandler. Il y a le restaurant Comptoir du Coq d'Or. Il y a aussi Marché Bonichois de Sainte-Thérèse, qui est Tigui des Bois, finalement. Oui. Il y a le Dixili de Grande-Rivière et pour l'instant Gaspo de Chandler aussi. Bon, mais c'est merveilleux. Alors, voilà une superbe de belle cause, un défi là, qui est vraiment extraordinaire à relever. Moi, je vous félicite d'avoir le courage de participer à ce genre de projet-là. Et en plus, c'est pour une bonne cause quand on parle de travailler pour les enfants, qui peut être contre une cause telle que celle-là. Et puis, oui, allons-y. En terminant, j'aimerais rajouter aussi pour la publicité, vous remercier, vous, de nous accueillir aujourd'hui. Puis aussi, il y a Briand et Morocable qui diffuse toutes nos activités à la télévision, dans le fond. Ouais. Donc, c'est une belle commandite. Puis Radio Gaspésie qui nous appuie depuis le début dans ce projet-là. Et éventuellement, nous allons aussi rencontrer la radio de Chandler pour continuer, dans le fond, de nous faire une belle publicité. Donc, vous allez essayer d'être présent un peu dans l'ensemble des médias. Et puis moi, je termine en vous disant, on se revoit cet été garanti pour faire un bilan et encore une fois parler de ce que vous en êtes rendu au niveau du projet. Oui. Puis bonne chance dans cette belle réalisation. Merci je vous félicite. C'est vraiment là, super de voir 2 femmes de la Gaspésie relever un tel défi. Là. Ça fait toute la fierté de notre territoire. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, depuis le 4 février dernier, la monnaie royale canadienne a mis fin à la circulation des pièces de 1 sou. Que faire de ces fameux sous noirs? Alors, pour en parler avec nous en studio aujourd'hui, à l'émission Reflet d'ici, je reçois Mme Nicole Guillot, directrice des opérations des transactions assistées à la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Bonsoir, Mme Guillot. Bonsoir, M. Da Silva. Oui, la monnaie royale canadienne a décidé de retirer la pièce d'1 sou parce qu'il en coûte plus cher de produire 1 sou qu'1 sou à cause du prix du cuivre. Et puis, est-ce qu'on peut continuer d'utiliser ces pièces-là pour acheter des biens ou consommer des services? Oui, aucun problème. Les consommateurs pourront continuer de les utiliser pour régler des opérations en espèces avec les entreprises qui décident de les accepter.
Mais il faut se dire que graduellement, les pièces d'1 sou vont disparaître. Est-ce que ces fameuses pièces d'1 sou gardent la même valeur? Oui, la pièce garde sa valeur indéfiniment. Ah oui? Les changements que ça apporte sont au niveau des transactions. Quand vous allez aller dans un commerce, ça va vous coûter, exemple, 71 sous. Si les commerces n'ont pas les sous, ils vont arrondir à 70 sous. Okay, mais quand vous faites des transactions avec votre carte de débit ou avec votre carte de crédit, il n'y a aucun problème, c'est le montant exact. Maintenant, un tout autre sujet, à la caisse plutôt Desjardins, on nous indique depuis quelque temps que la carte de guichet est obligatoire lorsqu'on se présente au comptoir. Oui. Mais même, oui, pourquoi cette exigence? C'est parce que la carte de guichet ou la carte de débit est effectivement obligatoire au comptoir pour des raisons de sécurité. La carte de guichet, c'est notre carte d'identité Desjardins. Donc, c'est vraiment ce qui permet de bien identifier le client, dans le fond. Exactement. C'est la façon la plus sécurisée de bien vous identifier et de faire les transactions de la bonne façon. Nous avons eu des cas de fraude, d'erreur, mais c'est à cause de la mauvaise identification des membres. Donc, la carte nous permet de protéger nos membres et de protéger la caisse par la même occasion. Et aussi, je voudrais dire à tout le monde, ce vendredi, il y a eu à l'émission JE, il a été question des vols d'identité qui copient des cartes de crédit. J'aimerais rassurer nos membres en les invitant à communiquer avec nous à la Caisse du Littoral. Si vous avez des questionnements, vous avez des peurs, des inquiétudes, ne vous gênez surtout pas. Venez nous rencontrer, téléphonez-nous et nous serons en mesure de répondre à vos questions au sujet de la sécurité pour préserver votre information personnelle et de faire un bon usage de votre carte de crédit ou de débit. Et en terminant notre entrevue d'aujourd'hui dans les studios de la télévision communautaire, nous sommes en pleine période de REER, alors on se parle. Oui, exactement. Jusqu'au 1er mars, n'oubliez pas de cotiser à votre REER, soit pour planifier votre retraite, soit pour une nouvelle maison ou un retour aux études. En plus, en consultant nos conseillers à la Caisse, ils pourront vous accompagner dans tous vos projets d'épargne et de crédit. Donc, Madame Guillot, merci beaucoup de votre visite à l'émission Reflet d'ici. Et puis, on garde le contact pour de l'information future. Merci à vous, M. Da Silva. Au revoir. Le 9 février dernier, M. David Grenier et Mme Mélanie Chapadeau étaient de passage à la place du Havre de Chandler pour discuter et surtout faire de la sensibilisation sur l'organisme Altogite. Je les ai rencontrés. Regardons ensemble cette entrevue. Donc, peut-être nous faire un bref historique de comment cet organisme-là a vu le jour. Ça a commencé tout d'abord il y a 6 ans. Je travaillais en Montérégie dans une ressource apparemment semblable à cet organisme qu'on est en train d'ouvrir. Avec leur collaboration à eux, on en est venu à un partenariat et j'étais en train d'ouvrir le même genre de thérapie qu'ici qu'on va avoir en Gaspésie. C'est le même cadre thérapeutique, c'est le même fonctionnement à l'interne. Donc, au fil du temps, on a réussi à monter le même programme, nous, à l'interne, mais avec des variantes différentes. Environ 4 ans que j'ai travaillé là-dessus. Puis l'année dernière, on a commencé à faire du campagne de financement, la promotion, la ressource, puis avec de fil en aiguille, avec les partenaires qu'on a pu s'affilier avec eux. Alors, on a vraiment démontré qu'on pouvait faire de la prévention auprès des jeunes, puis de la réinsertion sociale avec, avec différents partenaires dans le milieu. Donc, on parle vraiment d'une clientèle qui ont des problèmes, disons, avec la toxicomanie en tant que telle. C'est ça, la dépendance en général, surtout en alcoolisme, toxicomanie, jeu compulsif. Et puis, la base est située à quel endroit? Les services sont offerts particulièrement à quel endroit? Ça va être situé à New Carlisle, au centre-ville de New Carlisle, mais avec nos, comment on pourrait dire ça, nos lettres patentes, là, notre mission première, on doit faire de la sensibilisation, ce qu'on fait présentement ici, là, on fait de la sensibilisation, on fait aussi du curatif qui va être à New Carlisle, puis on fait de la réinsertion sociale aussi. Ça fait que de notre genre, de notre organisme, on est seul et unique dans l'Est du Québec, mais principalement le curatif va se faire à New Carlisle. Donc aujourd'hui, vous êtes à la place du Havre de Chandler pour naturellement faire de la sensibilisation. Il faut bien que les gens comprennent qu'il y a des besoins là, au niveau de notre secteur. Là.
Oui, effectivement, c'est un besoin alarmant. Moi, en étant intervenant de métier, je reçois des appels. Là, au courant des dernières semaines, j'ai reçu des appels de Sept-Îles, des îles de la Madeleine, de Matane, de Gaspé, de Bonaventure, Grande-Rivière, Passepébiac. Je reçois des appels de partout en Gaspésie, justement parce qu'on a vraiment, mais vraiment besoin de ce service-là le plus tôt possible dans nos secteurs. Le nerf de la guerre, c'est toujours le financement. Hein? Voilà. Étant donné qu'on est les seuls, puis avec les coupures qu'il y a eu au niveau de la santé, alors on doit faire vraiment beaucoup de promotion, puis partager notre projet. Vraiment, c'est un fléau. On le voit, les jeunes consomment très tôt. Puis, ils n'ont pas de balise, fait qu'on se doit d'être là pour leur offrir vraiment le soutien à toute la clientèle qui est touchée, là, que ce soit avec la famille. On va être là pour vraiment porter notre soutien pour qu'ils puissent s'en sortir. Et puis, j'imagine qu'il y a des activités qui s'en viennent bientôt, justement, pour aider au financement? Oui, avec le temps, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se lient à nous. Bientôt, ça va être au bord d'Anne-Lyne le 29 mars. Ça va être vendredi 5. Voilà, alors on va avoir le groupe Saturnin qui va être avec nous pour soutenir notre cause et faire une levée de fonds en même temps. Mais dernièrement, revenons à la question précédente là, pour le financement. Puis on a rencontré, bien justement, on est toujours en campagne de financement avec des fondations puis avec les instances gouvernementales. Dernièrement, on a rencontré M. Roy, le député de Bonaventure, de circonscription de Bonaventure, et on a rencontré aussi M. Richard Adams, c'est l'attaché politique de M. Lelièvre. Justement, on est en train de ficeler la toile, comme qu'on pourrait dire, pour essayer de voir le plus de financement qu'on pourrait avoir de l'aide du gouvernement, parce qu'on sait que c'est beaucoup politique. L'organisme qu'on est en train d'ouvrir, c'est bien beau qu'il y a du privé qui nous aide aussi, mais il faut avoir, pour démarrer, il faut avoir un coup de main du gouvernement. Après ça, nous, on est comme un organisme qui est autonome. On va être capable de s'auto-financer de par la vente. C'est que les résidents, les gens qui vont suivre des thérapies, ils vont devoir payer leur thérapie, soit de leurs propres moyens, sinon ça va être soit par des assurances ou le régime qui a droit, là, parce que ça fait quand même partie du programme au Québec. Là, on a quand même, soit avec nos assurances ou l'employeur. C'est des subventions qui sont disponibles à même le gouvernement présentement. Là. Donc, c'est une belle mission. C'est un beau geste de solidarité envers cette problématique-là. Donc, peut-être un dernier mot en terminant? Alors, on est en fin de semaine, on est à la Place du Havre de Chandler pour vous présenter notre beau projet, puis vendre des stylos au coût de 2 $. Alors, venez en grand nombre. Suivez-nous. On a notre site web aussi qui est le www.altogite.org. On a également notre page Facebook qui est notre Altogite. C'est ça, puis encouragez-nous dans nos démarches parce qu'on a vraiment besoin de ce genre de ressources en Gaspésie. Merci beaucoup. Merci. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement à l'intérieur de votre émission Reflet d'ici. Et toujours avec nous pour animer et réaliser cette capsule divertissement, Madame Jocelyne Lecauvier. Et cette semaine, bonsoir. Bonsoir. Cette semaine, je commence par te dire bonsoir. Et le sujet que nous allons aborder, nous allons parler des chutes Niagara. Exactement. Les chutes Niagara, on en entend toutes parler, mais on dirait que j'avais jamais pris la peine de vraiment m'arrêter à essayer de comprendre leur formation, puis tout ça. Puis ça, c'est à Saint-Isidore, ça, c'est ça? Exactement, juste en arrière de la du chalet du Pont-Rouge. Oui, c'est ça. Ouais, je savais que... Je vais faire du ski de fond dans ce coin-là, moi, puis toujours été impressionné par les chutes du Niagara là-bas. C'est pas ce que les cartes sur Internet me donnaient comme endroit, non? mais Ça se peut que je t'induis en erreur, je m'excuse. Mais j'ai appris plein de choses intéressantes. À part ça, là, j'ai appris des... Oui, bon, c'est ça. Ben, c'était le bout de ce que moi... C'est pour ça que je pars à la recherche dans ce projet d'émission-là.
Donc, on va parler des chutes Niagara en Ontario et non celles de Saint-Isidore aujourd'hui. D'accord. Donc, Niagara, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'Iroquois qui veut dire détroit, parce qu'à l'époque des colonies françaises, il y avait une tribu d'Iroquois qu'on appelait les Neutres. C'est qu'on se servait d'eux autres régulièrement pour aller voir d'autres tribus, parce qu'ils étaient vraiment réputés pour être des médiateurs, des gens qui réglaient les conflits. Parce qu'ils étaient neutres, ils n'étaient pas en conflit avec personne, donc c'est un peu l'histoire là, de... Des talents de communication, là, pour régler les talents de conflits. communication, donc on les appelait les neutres. C'est un peu comme ça que l'histoire de Niagara a commencé. Pas personne n'est disponible pour aller négocier l'assurance emploi ce temps-ci, non? Il faudrait vérifier. Bon. Donc, les chutes Niagara, en fait, c'est 3 chutes d'eau. La plus connue, évidemment, c'est la chute du Canada qui est en forme de fer à cheval, qui est vraiment très impressionnante. Très impressionnante, oui. C'est aussi la plus large des 3. Ensuite, on a la chute américaine. La façon de la reconnaître, c'est qu'elle, il y a eu beaucoup d'éboulements, donc il y a des pierres à sa base. Puis elle est moins grosse que celle du Canada. Puis la 3e chute, c'est la plus petite. Elle est juste à côté des chutes américaines. On appelle ça le voile de la mariée. Parce que ça fait un petit peu comme un voile de mariée quand ça coule, là. Donc c'est assez impressionnant. Donc c'est ce complexe de chutes-là qui forme, qu'on appelle les chutes du Niagara. Puis ça se situe donc entre le Canada et les États-Unis. Parce que c'est 2 villes jumelles. Je ne savais pas, il y a Niagara Falls, Canada, mais il y a Niagara Falls, USA aussi, aux États-Unis. Copieur. C'est ça, ils n'ont pas été chercher loin le nom. Donc, c'est 2 villes jumelles, puis quand on visite un, on visite l'autre. C'est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. Ben, j'aimerais beaucoup, honnêtement. Je n'ai jamais été, mais Moi non plus, je n'ai jamais été. C'est pour ça que je me disais. Ça serait peut-être une bonne idée de se motiver, une émission de motivation aujourd'hui. Ben, je pense qu'on va peut-être motiver des gens à y aller, parce que vous allez voir les images pendant que je parle. Oui. C'est époustouflant, là. C'est ça, c'est les chutes avec le plus fort débit d'eau en Amérique du Nord. Là, on parle de 5720 mètres cubes à la seconde. Là. Ça fait beaucoup d'eau. Durant l'été, là, ça diminue presque de moitié. On parle de 2800 mètres cubes à la seconde. Puis 90 de l'eau, de la force de la rivière, si on veut, elle passe par le fer à cheval. La chute canadienne, c'est pour ça que c'est, si on veut, la plus grandiose. Là. Puis ce que je ne savais pas, c'est que la nuit, le débit est divisé par 2. C'est qu'on va l'utiliser pour les centrales hydroélectriques. Parce que sur la rivière, il y a plein de centrales hydroélectriques. Avec une telle force, c'est sûr qu'on s'est dit on va utiliser cette force-là pour produire de l'électricité. Donc la nuit, on coupe le débit pour l'utiliser. On va détourner vraiment l'eau des chutes Niagara. Probablement qu'il y a une centrale hydroélectrique qui essaie de nous rejoindre en ce moment. Je pense que c'est ça. Une chance, on a quelqu'un à la régie qui va s'occuper de ça. Ensuite, donc, les chutes, pour revenir avec des petits faits intéressants sur les chutes, donc elles tombent de 52 mètres, 170 pieds. C'est pas nécessairement des chutes très élevées, parce qu'à la fin, je vais vous parler de chutes beaucoup plus élevées que ça. Mais ce qui fait leur beauté, je pense, c'est vraiment la largeur, là, parce qu'elles ont une longueur de 792 mètres, 2600 pieds. Donc, c'est assez immense. Puis contrairement à beaucoup de chutes à travers le monde, c'est qu'elles sont facilement accessibles. On peut y aller en bateau, on peut aller au pied de la chute, mais il y a aussi des infrastructures. Oui, tout le tour, hein? On te donne une espèce de ciré, là, parce que tu reviens complètement mouillé là, à cause de comme la vapeur d'eau. Ouais. Puis il y a des infrastructures pour vraiment aller vraiment près de la chute. Puis en tout cas, ça là, c'est vraiment impressionnant. Il faut le dire, le commerce touristique autour a bien été développé. Là. Bien été développé, mais on a beaucoup de critiques comme quoi c'est n'importe quoi, c'est beaucoup, tout est payant, puis bon, c'est... oui, apparemment que juste aller s'acheter une crème molle avec la famille, tu sors de là une centaine de piastres. Oui, c'était hypothéqué à la maison. C'était à peu près ça. C'est pas juste une chute du Niagara, c'est une chute du portefeuille en même temps. C'est ça. Ensuite, leur formation, c'est apparu il y a à peu près entre 30 et 50 000 ans. C'est lors de la dernière glaciation. Pendant la glaciation, il y avait... mais c'est pas plus vieux que ça? Non, c'est pas plus vieux que ça. C'est qu'il y avait des glaciers continentaux qui étaient par-dessus où se trouve la région du Niagara. Puis ces glaciers-là, ils ont été vers le sud. Puis en allant vers le sud, ils grattent le fond, la terre, les roches, puis ils vont creuser des vallées. Vous allez voir un schéma, puis on voit très bien là, la topographie de la région de Niagara. Puis vous allez voir où il y a des creux, c'est là où sont situés les grands lacs.
Puis, à un moment donné, il y a comme une dénivellation, le niveau n'est pas pareil, bien, c'est là que les chutes ont tombé. C'est comme un peu le hasard, la nature qui a fait des belles chutes comme ça. Puis, il faut savoir aussi que les chutes, il y a de l'érosion, parce qu'avec la force que ça tombe, évidemment, la pierre en dessous, bien, ça finit par s'effriter avec le temps. Puis, depuis qu'elles sont là, les chutes, elles ont reculé de 11 km. Les gens vont voir une image où on voit très bien la différence, c'est beaucoup, là. Puis on parle qu'à chaque année, elles reculent de 0,6 à 3 mètres. Donc, ça dépend de la force. De la force engendrée par les courants d'eau. Hein. Fait que ce qui va arriver à la fin, c'est qu'elles vont finir par drainer tout le lac Erie. Je pensais que tu m'aurais dit qu'on va finir par arriver en arrière du chalet du Pont-Rouge. Elles vont rejoindre les chutes de Saint-Isidore, former une grosse chute. Bon. Ouais, c'est ça. Ça va driver dans la brèche en allant bateau. J'aime beaucoup tes connaissances géographiques. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'elle va vraiment drainer tout le lac Erie, bien, elles vont disparaître. Donc, le Canada et les États-Unis ont fait une espèce de traité pour essayer de les préserver le plus longtemps possible. Donc, ils vont faire ils vont avoir des moyens, par exemple, les courants les plus forts qui brisent le plus les chutes, ils vont les détourner vers des centrales hydroélectriques. Carrément, il y a vraiment des gestes qui ont été faits vraiment oui, pour parce protéger. Que c'est vraiment en train à un moment donné, il n'y en aura plus. Ça fait que comme c'est une attraction touristique puis c'est magnifique, bien, on est en train de tout faire pour les garder le plus longtemps possible. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, je veux parler des descentes dans les chutes parce qu'on en a entendu parler. Il y a des gens tu vois, la phénomène, ça donne le coup de se gorocher dedans. Moi, je voyais les images, mais là, j'aimerais ça aller là. Donc, ça a commencé ça. Oui, t'es crème dîner! Ça va rester ça. Ah oui, ça va rester, oui. Mais le plus surprenant, c'est que la première personne, en tout cas documentée, qui a sauté... Qui a eu l'intelligence de se gorocher dedans. Qui s'est dit, waouh, moi, c'est ça que je fais aujourd'hui. Elle a sauté dans un tonneau. C'est une madame. C'est une casse-cou. Ça m'a assez surprise que c'était une femme. Donc, elle a... Pour moi. Non, mais surtout que c'était une époque où les femmes n'étaient pas très... Intelligentes? On n'avait pas beaucoup de liberté. Ah, OK. Puis, donc, c'est assez surprenant que... Ben, c'est ça, elle a survécu. Puis ensuite, il y a une quinzaine de personnes qui ont sauté, qui ont eu la bonne idée. Ils n'ont pas tous survécu. Une quinzaine de gars qui ont sauté après elle, c'est ça? Ben, c'est ça que je te disais, tu vois, hein, comment est-ce que c'est. Hein? Nous autres, on voit une femme faire de quoi, on se goroche tout. À partir le bal. Fait que les gens ont sauté, il y a eu des morts, tout ça. Jusqu'en 51, ben là, il y a eu il y a quelqu'un qui est mort en sautant avec un cylindre. Et on se faisait des espèces, les gens vont voir une image, là, des cylindres pour descendre. Oui, puis souvent, ça a été filmé, documenté, puis tout. Là, oui, puis c'était des cylindres en broche à foin. Tu sais, je veux dire, c'était fait souvent n'importe comment. Donc, à partir de 1951, on a vraiment interdit. Avant, on n'avait pas le droit non plus, quand quelqu'un sautait puis survivait, en bas de la chute, il était arrêté, puis il était amené en justice, puis il y avait une amende, puis tout. Ouais, je comprends donc. Mais donc, là, il y en a qui ont carrément survécu à cette oui, aventure-là. il y en a quand même plusieurs. Mais à partir de 51, là, c'est devenu beaucoup plus sévère. Donc, ça se fait plus maintenant? Quand ça se fait, c'est que c'est vraiment illégal. Okay. En 1960, il y a un enfant de 7 ans qui est tombé puis qui a survécu. Ça, c'est vraiment un cas, un miracle, si on veut. Là. Puis en 2003 aussi... Tu perds ton enfant. Ben, c'est sa sœur, les deux, mais sa sœur, il y a quelqu'un qui a pu la gripper avant qu'elle tombe dans les chutes. Puis, oh mon Dieu Seigneur! C'est assez impressionnant. Puis en 2003, il y a un homme qui a survécu aussi sans aucun matériel de flottaison. C'est pas clair s'il voulait se suicider ou pas, on ne sait pas trop, mais il a survécu, mais des côtes cassées, puis il magané un petit peu en bas. Là. Puis il n'a pas témoigné par la suite. Trop fait brasser. C'est fait brasser pas mal. C'est ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Je pense que ça y enlevait l'envie de sauter dans la chute après. Puis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la chute américaine, il n'y a personne qui a survécu. Vous avez vu des images tantôt, la chute américaine, c'est des roches. C'est des roches, puis le débit est beaucoup plus faible. Parce que la chute canadienne, c'est tellement fort, le débit, c'est que, tu sais, il y a quand même des rochers, là, mais ça t'emmène loin. Tandis que la chute américaine, il n'y a quasiment pas de force. Fait que tu te fracasses sur les rochers automatiquement, donc il n'y a aucun survivant. Il y en a qui se sont essayés. Laquelle choisir entre les deux. Si vous voulez sauter, essayez la canadienne. Jumelle, mais pas en tout point. Hein? Comment? Jumelle, mais pas en tout point. Pas en tout point. Non, exactement. C'est assez différent. Des petits faits historiques intéressants. En 1848, la chute a arrêté de couler.
les gens voient des images, c'est que ça a gelé. Il y a eu une espèce d'embarque qui s'est formée sur la rivière, une espèce de bouchon de glace, si on veut. Puis ça a carrément arrêté de couler. Puis les gens pensaient que c'était la fin du monde. T'sais, à l'époque, c'est ça, on ne savait pas trop ce qui se passait. Puis on s'est mis à traverser la rivière. On a fait des fouilles aussi. Puis on a trouvé au fond de la chute ce qui était accessible, des tomahawks, des baïonnettes, des fusils de la guerre de 1812. Ah, oui. Ouais, on a trouvé beaucoup d'artefacts. Donc, il fallait que ce soit extrêmement froid pour combattre la force d'une telle chute. Et en 1969, les chutes du côté américain ont été asséchées. Les gens voient des images, là. C'est impressionnant. Tu vois vraiment de quoi ça a l'air sous l'eau, finalement. C'est l'armée américaine qui, justement, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui usait les chutes, ils ont décidé de l'assécher. Puis, ils ont fait des tests. Puis, ils ont vu aussi des fissures qu'il y avait là, dans la chute, puis ils ont bouché ça pour éviter que des gros blocs se détachent. En tout cas, le but, c'est vraiment de les préserver le plus longtemps. Donc, c'était assez impressionnant. On a fait une espèce de barrage avec la pierre puis la terre, puis ça a carrément asséché la chute. Là, Je ne sais pas si on va aller jusque-là pour protéger le rocher percé. Le rocher Je les percé. vois tout leur faire en plaques. Là. Le rocher percé, Non, parce qu'il vit la même chose. L'érosion, Oui. peut-être pas avec des forces aussi fortes quand même, mais il reste que dans les dernières années, il y a eu une érosion quand même assez forte. Oui, on parle, je pense, 10-15 000 ans là, que le rocher va disparaître. Puis ça, il n'y a comme pas grand-chose à faire. Là. Donc, l'érosion, c'est un phénomène assez fort. Hein. Oui. Puis, pour terminer, donc, comme je le disais, la chute, c'est pas la plus haute, là, c'est pas ça qui fait sa beauté. La plus haute au Canada, c'est James Bruce Falls, c'est en Colombie-Britannique, 840 mètres. Les gens voient des images à l'écran, c'est totalement incroyable. Je parlais tantôt, je sais plus c'est où, 52 mètres pour Niagara. Puis là, on parle de 840 mètres, c'est haut. Tu tombes longtemps. Tu tombes longtemps. Et la plus haute du monde, ça, les images, c'est à couper le souffle. Là, ça donne le vertige. Quand j'ai vu ça sur Internet, là, vous allez voir, c'est au Venezuela, Salto Angel, la chute de l'Ange. C'est 979 mètres. Incroyable. Fait que c'est totalement incroyable là, de voir ce que la nature peut forger. Là. Donc, j'espère que j'ai donné envie aux gens d'aller à Niagara voir les chutes. Puis pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer là, ils restent toujours au chalet du Pont-Rouge. Le chalet du Pont-Rouge qui est ouverte à l'année, il faut le mentionner. C'est ça. Puis l'hiver, elle gèle. Mais l'été, là, chute incroyable. Là, c'est de toute beauté. Encore une fois, une capsule de divertissement très instructive de ton côté. Très instructif sur un ton humoristique, si j'aime ça. Tout à fait. On peut dire encore une capsule on a abordé le sujet avec légèreté. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette semaine. L'hiver dernier, la télévision communautaire de Grande-Rivière a réalisé pour le Technocentre éolien une vidéo relatant les étapes de réalisation de l'érection d'une tour météorologique de 126 mètres. Il s'agit d'ailleurs de la plus haute tour météo au Canada. On y voit des images spectaculaires de cette installation. Alors, on se laisse sur ces images et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'abord, la tour a pour objectif de vérifier les performances des éoliennes Repower installées sur le site du SNEC en climat froid, détecter les périodes de climat nordique, en plus de faire la bonne reconnaissance du terrain complexe qui est très caractéristique en Gaspésie et dans l'Amérique du Nord. D'abord, c'est parti jusque dans les bureaux en appel d'offres. Après, il y a eu la préparation du site, déboisement, localisation du mât. Et après, c'était le travail d'érection, placer les ancrages.
percer avec de la terre puis de la roche. Gravel 3/4, on en a là-bas, là, qu'on voit, à peu près jusque par-dessus. Après, c'est l'excédent qui remplisse, il compacte à chaque fois. Normalement, ce qu'on devrait avoir à la fin, là, ça a l'air un peu anodin, c'est 4 tiges accrochées au même arceau. Okay. Or, ce qui est le plus gros est enfoui. Maintenant, c'est l'étape finale, installer les instruments et tous les reliés au système d'acquisition et par le système de Survive. Donc le rôle de Hatch, procurer les différentes composantes du mât, puis aussi d'aiguiller Technosound dans certains choix de conception. De participer à un projet comme ça, c'est une grosse tour. Puis je trouve ça très intéressant de voir comment ils vont monter ça. J'avais vraiment jamais vu ça. Oui, je suis très content que ça soit fini et j'ai très hâte de voir les données sur notre système d'archivage.